Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Crash d'un hélicoptère de forces armées de la République démocratique du Congo ce mercredi à l'aéroport militaire d'Endolo. Bilan 3 morts, tous membres de l'équipage. Les circonstances de l'accident sont encore inconnues. Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni en Entebbe pendant 3 heures. Leurs discussions ont tourné essentiellement autour du processus de paix. 26 léopards de la République démocratique du Congo sont convoqués dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On note les retours de Yohan Wissa après sa blessure en club. Une fois de plus, bienvenue à tous. Démarrons ce journal par l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en Ouganda, où il a eu un tête-à-tête avec son homologue ougandais Yoweri Museveni au palais présidentiel d'Entebbe. Au toit de fond, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, notamment l'évolution des opérations conjointes menées par le FARDC et les UPDF contre les ADF au Nord Kivu et en Ituri. Suivez. Arrivé ce mercredi 30 octobre à Entebbe, en Ouganda, pour une mission de travail de quelques heures, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu en tête-à-tête par son homologue ougandais, Yoweri Museveni, au State House. Au toile de fond, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, notamment l'évolution des opérations conjointes menées par le FARDC et les UPDF contre les ADF au Nord Kivu et en Ituri. Cette rencontre intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa entre les officiers supérieurs de FARDC et des UPDF. Cependant, l'Ouganda est accusé d'apporter son soutien militaire et logistique aux rebelles du M23, selon plusieurs rapports des Nations Unies et de la société civile. Notons que le chef de l'État est accompagné notamment du ministre des Infrastructures, du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo et de quelques membres du cabinet du chef de l'État. Autre chose, c'était au cours d'une séance plénière du mardi dernier à la Chambre basse du Parlement que les élus nationaux ont adopté le projet de loi des finances rectificatives 2024. Le budget revu est chiffré à 44 410,1 milliards de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars américains. L'adoption s'est faite après présentation et approbation des conclusions de l'ECOFIN. Richard Nawej. L'adoption s'est faite après présentation et approbation des conclusions de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire qui a examiné le texte en profondeur. D'après Guy Mafuta Kabongo, président de cette commission, le gouvernement a généré des ressources additionnelles, ce qui a conduit à la modification de la loi des finances en cours d'exécution. Il convient d'épingler que l'Assemblée nationale a opté lors de la plénière de mardi dernier pour la mise en place d'une commission d'enquête chargée d'établir individuellement les responsabilités de chaque membre du gouvernement concernant les irrégularités et les fautes de gestion constatées après l'examen du projet de loi de reddition des comptes 2023. Vous avez vu. En réalité, beaucoup de gens utilisent abusivement l'autorité du pays pour eux-mêmes commettre des fautes de mégestion. C'est pourquoi nous avons adopté ici qu'il y aura une commission d'enquête. Parce que souvent on se limite au ministre des Finances, au ministre des Budgets. Non. Un ministre qui a dépassé aussi ses crédits ou qui les a mal utilisés, doit répondre individuellement. Un PDG d'entreprise ou mandataire public, d'établissement public, qui a commis des fautes de gestion, ce n'est pas son ministre qui doit payer. Il faut établir individuellement les responsabilités de chacun. Notons par ailleurs que le dut projet de loi a été soumis au débat des recevabilités. Aucun député n'a voulu intervenir, mais le rapport de l'ECOFIN est déclaré et l'examen du projet de loi réadapté par la commission est engagé séance tenante.
Au finish, le projet de loi des finances rectificatif 2024 a été adopté par la plénière. Sur 343 ont voté pour, 2 ont voté contre et aucun ne s'est abstenu. Le texte sera envoyé au Sénat pour un examen à seconde lecture. Sauf changement des dernières minutes, c'est ce jeudi 31 octobre que la première ministre Judith Suminwa Tuluka va présenter devant les élus nationaux le projet de loi des finances pour l'exercice 2025. C'est ce qu'a révélé Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Toujours au cours de cette plénière, le député Shoki Tundu a interpellé les autorités sur l'insalubrité et les désordres qui règnent à Kinshasa. En réponse, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a exprimé son indignation, affirmant que cette situation n'est pas normale et appelle à des actions urgentes pour rétablir l'ordre et la propreté dans la ville. Et quand on regarde l'assiette fiscale de la ville de Kinshasa, je crois qu'il faut amener une petite réorganisation. Et le choix, cette fois-ci, quand on va élire le bourgmestre, que ça soit porté par des gens qui ont leur budget, les recettes et qui doivent travailler. Ils ont des assignations. Parce que nous avons vu tous quand l'actuel ministre délégué chargé de la ville, et pourtant c'est dans la même ville, était bourgmestre de Kitambo, Tengelito, mais tout le monde a vu Kitambo et les gens de Kitambo ont changé. Plus personne ne jetait les immondices devant sa parcelle. Donc on peut effectivement changer. Nous avons vu Madame la ministre d'État des Affaires foncières essayer, puisque l'autre phénomène que l'honorable Cheikh Okitundu n'a pas souligné, c'est que nulle part à Kinshasa, il n'y a plus un seul endroit où les gens dorment. Cette fois-ci, je suis mieux placé pour vous le dire, je suis ici l'avenue Roi-Baudouin, qui était considéré comme l'avenue la plus calme, abritant le palais de la nation. Mais vous y allez maintenant, c'est les coups de marteaux, de birins, des marteaux piqueurs, la nuit comme le jour. Donc il n'y a pas un moment où on dit bon, on arrête à 18h. Donc, si vous voulez dormir, vous mettez la télévision pour autant que vous ayez du courant. Parce que là-bas aussi, il y a des courants, on coupe de temps en temps. Donc il y a ces phénomènes-là, nous aurons avec les députés, ils vont prendre ça en charge. Mais nous avons apporté notre soutien à Madame la ministre des Affaires foncières, qui a voulu remettre de l'ordre, je ne sais pas qui l'a refroidi, puisque tout le monde avait apprécié l'initiative. Poursuivons par cette information, sachez que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a foulé les pieds ce mercredi au Sud-Soudan pour signer un mémorandum d'entente portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la commission permanente mixte des démarcations pour une gestion commune de frontières entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Regardez. Atterri dans la matinée à Juba, capitale du Sud-Soudan, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, et son homologue sud-soudanais, Mohamed Abdallah, ont signé ce mercredi les protocoles d'accord portant création de la commission technique mixte en matière des frontières, dans l'objectif d'élaborer la méthodologie et les plannings pour le début effectif des travaux de démarcation, afin d'aboutir à la matérialisation de la gestion commune de la frontière. Il suffit de rappeler que la première session de la commission technique mixte des experts sud-soudanais et congolais s'est tenue à Kinshasa et ce travail a consisté à l'examen de toutes les questions relatives à la gestion de frontières d'une longueur d'environ 787 km, régie par un régime de neutralité depuis 1894. La République démocratique du Congo est représentée à la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique qui se tient en Colombie par la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba. Elle a saisi l'opportunité de vanter l'immense potentiel de la biodiversité du pays et a dénoncé l'écocide en République démocratique du Congo avec le terrorisme du Rwanda. Regardez. RDC regorge de 10% des eaux douces du monde et 52% d'eau douce d'Afrique et 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides qui représentent 10% des forêts tropicales du monde, 62% de celles du bassin du Congo,
aujourd'hui reconnus scientifiquement comme étant les plus importants poumons verts de l'humanité face aux enjeux du climat. La RDC, 5e mondiale par sa méga biodiversité, faune, flore et ressources halieutiques, joue un rôle primordial dans l'atteinte des objectifs de la Convention et ses protocoles et du cadre mondial de la diversité biologique Kunming-Montréal. Malheureusement, Madame la Présidente, cette extraordinaire biodiversité de mon pays est menacée et dont la population congolaise en paye un lourd tribut. Le changement climatique et la pollution à outrance imposent des dommages inestimables à l'humanité, notamment l'érosion de la biodiversité. Les conflits armés en République démocratique du Congo, œuvre des terroristes soutenus malheureusement par un pays voisin, le Rwanda, sont devenus aussi les moteurs des pertes de biodiversité et la destruction méchante de l'environnement. Madame la Présidente, à la COP16, mon pays amène 2 initiatives. La première, la mobilisation des ressources additionnelles pour le financement en faveur de la préservation de la biodiversité. Il s'agit de l'approche philanthropique à travers l'implication des privés, notamment les entreprises, organisations, structures qui utilisent les images de la biodiversité à des fins publicitaires et lucratives et en tirent des bénéfices énormes au détriment de la biodiversité. Quittons la COP16 pour aborder autre chose. Samuel Mbemba, vice-ministre en charge de contentieux international, participe à une conférence axée essentiellement sur les crimes d'agression. Cet événement se déroule en Afrique du Sud. Il est à la tête de la délégation congolaise pour porter haut la voix de la RDC. Il s'est ouvert aujourd'hui, 30 octobre 2024, en Afrique du Sud, à Johannesburg, la conférence de la CPI sur les crimes d'agression. Cette conférence, organisée par African Legal Aid, fait suite à l'amendement du statut de Rome qui avait eu lieu en 2010 à Kampala, tendant à ajouter les crimes d'agression parmi les crimes qui peuvent être jugés par la CPI. La première ministre Judith Tuluka Suminwa a dépêché sur place à Johannesburg le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international Samuel Mbemba Kabuya pour aller présenter la position de la RDC. J'ai été dépêché par son Excellence Madame la Première ministre Judith Tuluka Suminwa pour donner la position de la République démocratique du Congo en suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La République démocratique du Congo va donner sa position sur les traitements du crime d'agression au même pied d'égalité que les 3 crimes traditionnels qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, donc le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est donc demain 31 octobre 2024 que la RDC va se prononcer sur cette question. Restons toujours en dehors de nos frontières. Quelques semaines après la 4e réunion ministérielle, les experts de renseignement militaire de la République démocratique du Congo et du Rwanda séjournent depuis ce mercredi en Angola dans l'objectif d'examiner la médiation désignée dans la crise sécuritaire entre les 2 pays, à savoir cette démarche s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de Luanda. Suivez. Cette nouvelle rencontre intervient après plusieurs ratés et grâce aux efforts menés par la médiation angolaise, Kinshasa et Kigali se sont mis d'accord que sur peu de choses, notamment sur la mise en place d'un plan harmonisé de neutralisation de FDLR et le désengagement de forces levées de mesures de défense du Rwanda. Notons par ailleurs que pendant ces temps, après plusieurs mois de cessez-le-feu entre le belligérant instauré par le processus de Luanda qui est le cadre de résolution des conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda institué par l'Union africaine, le rebelle du M23 soutenu par Kigali
ont relancé les hostilités en s'attaquant et en occupant déjà certaines localités du territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Cette reprise de violence par les forces négatives du M23 a été condamnée par le gouvernement angolais, le gouvernement français et tout récemment par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans une déclaration de presse rendue publique par la présidente du Conseil de sécurité, Pascale Christine Béatui, le membre du Conseil, ont formellement condamné les récentes violations du cessez-le-feu par les groupes armés M23 en République démocratique du Congo et réaffirmé leur soutien au processus de paix en cours dans la région. Changeons de chapitre. Le comité laïque de coordination a exprimé mardi dernier ses profondes réserves quant à la possibilité d'ouvrir un débat sur la démarche de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, estimant que cette initiative risquerait de fragiliser dangereusement le pays dans un contexte déjà tendu. L'ouverture d'un front constitutionnel en plus de fronts militaires, humanitaires et sociaux, alors que les blessures électorales ne sont pas totalement cicatrisé. Dans un communiqué, le CLC a rejoint la position de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et de plusieurs acteurs de la société civile qui ont exhorté les autorités à engager un dialogue préalable avec les forces politiques et sociales avant toute révision constitutionnelle. Le comité estime que la société congolaise n'est pas condamnée à la léthargie, mais que la mise en place d'une nouvelle constitution ou la révision de celle existante ne pourrait être légitime qu'à travers une concertation sincère et de la bonne foi. Il s'y est d'épingler que le CLC dénonce également l'exaspération croissante suscitée par le projet de révision, redoutant qu'il ne soit perçu comme un alibi pour transformer le second mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en un mandat illimité. Ce débat intervient dans un contexte de tension politique en République démocratique du Congo, avec des opposants notables tels que Moïse Katumbi et Martin Fayulu, qui considèrent cette révision comme une tentative d'extension de pouvoir. La conférence épiscopale, par la voix de son secrétaire général, Donatien Chollet, a souligné le risque de déstabilisation de cette réforme pourrait entraîner dans un pays déjà marqué par les défis sécuritaires, sociaux et humanitaires, notamment dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Malgré les appels à la prudence, le parti au pouvoir, l'UDPS, continue de mobiliser ses militants pour appuyer cette réforme, invoquant l'héritage d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, père de l'actuel président, qui aurait soutenu l'idée d'une révision constitutionnelle. Cela reste un dossier à suivre au sein de la classe politique congolaise. 3 morts, tous membres de l'équipage, c'est le bilan enregistré après les crashs d'un hélicoptère militaire ce mercredi 30 octobre à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Les causes ayant occasionné cet accident ne sont pas connues. Les autorités sont à pied d'œuvre pour faire la lumière sur cette affaire. Les Kinois, particulièrement ceux qui habitent et fréquentent la commune de Barumbu, ont assisté à un triste spectacle dans la matinée de ce mercredi 30 octobre. De loin, on aperçoit une vaste couche de fumée provenant dans l'axe de la piste de l'aéroport de Ndolo, près de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, à proximité du marché Zikida. Avec à son bord 3 passagers ont retrouvé la mort, tous de nationalité étrangère. Il s'agit du pilote et 2 autres membres de l'équipage. En effet, un hélicoptère militaire a fait crash à l'aéroport d'Ndolo lors de son atterrissage. Les causes ayant occasionné cet accident ne sont pas encore connues. Cependant, les autorités poursuivent les investigations pour déterminer les circonstances de cet événement. Sur les lieux du drame, un véhicule anti-incendie de la régie de voies aériennes a maîtrisé le flamme.
Rappelons que l'aéroport d'Endolo est principalement utilisé pour des avions légers inférieurs à 15 000 kg à la suite de la catastrophe aérienne de l'Antonov 32B d'Air Africa survenue le 8 janvier 1996 ayant entraîné la mort de plus ou moins 300 Kinois. Et cette descente du vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Le bilan de 3 morts a été confirmé par Ferdinand Kachama, conseiller au ministère de l'Intérieur. Suivez ses explications. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchela, a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat a été amer, l'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Et ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients à HG. Alors son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles des patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. Madame la vice-ministre, son Excellence Eugénie Tchela, tient à informer l'opinion que le gouvernement suit de très près la situation. Et dans un autre registre, environ 20 millions de dollars américains ont été investis pour alimenter en courant électrique 24 heures sur 24 la ville d'Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. La confirmation est du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde. Il y a l'électricité 24 heures sur 24. On ne l'avait jamais dit, on n'a pas eu l'occasion d'aller sur le terrain. On va y aller, mais comme ça vous avez l'information aujourd'hui avec les personnes qui ont réalisé ce projet, et puis on reviendra de façon plus détaillée dessus dans les prochaines semaines, et on verra pour aller sur place aussi, pour recueillir les témoignages des habitants. Mais donc, Mbuji-Mayi, Régie des eaux, la ville, H24, l'électricité est là. Le montant est estimé à peu près à 20 millions de dollars. Et comme ça a été dit ici, 50% étaient préfinancés par le partenaire, 50% par la SNEL, mais on reviendra sur les analyses économico-financières plus tard, parce que c'est toujours la même idée. Quand on parle d'un montant, il faut regarder le nombre de bénéficiaires et il faut ramener le coût par bénéficiaire pour qu'on s'assure que la rentabilité est calculée sur ce genre d'éléments. Mbuji-Mayi, c'est après Kinshasa, Lubumbashi, probablement la 3e plus grande ville du pays en termes de population. Donc on parle au moins de 2 millions d'habitants. 3 millions avec les environs. Ou 3 millions si vous prenez maintenant le grand Mbuji-Mayi, comme on va dire. Donc 20 millions divisé par 3 millions, ça vous donne le prix qu'on a investi par habitant. C'est ça qui est important. Donc c'est un travail qu'on doit faire aussi, de toujours associer le coût, non pas en termes de montant, mais combien en fait on a investi par habitant. Abordons à présent les questions sportives. 26 léopards de la République démocratique du Congo sont convoqués à la sélection nationale dans le cadre de matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN avec les retours de Yohan Wissa après sa blessure en club. Plus de détails avec Espoir Kinonvidi. En perspective de match de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, Dimitri Berthaud,
Lionel Mpassinzaou, William Balikwisha ainsi que 23 autres joueurs sont convoqués par Sébastien Desabre pour la double confrontation au mois de novembre prochain face à la Guinée les 16 et l'Éthiopie les 19 du même mois à Kinshasa. Déjà qualifiés après 4 journées, les hommes de Desabre disputeront ces matchs pour se maintenir à la tête du groupe H. Avec cette convocation, l'on signale le retour de l'attaquant de Brentford en Angleterre, Yohan Wissa, qui a manqué la trêve internationale du mois d'octobre face à la Tanzanie, et le milieu du terrain de Lille en France, Ngalaye Mukaou, blessé à la séance d'entraînement au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le match contre les Sili nationales et les Walia pourront être une occasion aux sportifs congolais de découvrir les autres talents de la sélection nationale congolaise, à l'occurrence de Ngalaye Mukaou de Lille, Peter Kioso d'Oxford, Angleterre, Timothy Fayoul de Sion en Suisse, le défenseur de Hibernian en Écosse, Rocky Bouchiri, plusieurs fois convoqué et aucun match officiel, ainsi que William Balikwisha. Rappelons que la République démocratique du Congo est premier du groupe H avec 12 points et 6 goals différence. Un exploit sous l'égide du technicien français Sébastien Desabre à la tête de la sélection nationale de la RDC. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Plus des amples détails dans ces commentaires de la rédaction. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Et enfin, la page météorologique. Demain matin à Kinshasa, le ciel sera fort encombré de nuages. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Et à l'après-midi, il y a possibilité de pleuvoir. La température atteindra les 24 degrés Celsius avec un ressenti chaud de 26 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura quelques petits nuages et de nombreuses éclaircies. La température est tombée vers 23 degrés Celsius. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Crash d'un hélicoptère de forces armées de la République démocratique du Congo ce mercredi à l'aéroport militaire d'Endolo. Bilan 3 morts, tous membres de l'équipage. Les circonstances de l'accident sont encore inconnues. Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni en Entebbe pendant 3 heures. Leurs discussions ont tourné essentiellement autour du processus de paix. 26 léopards de la République démocratique du Congo sont convoqués dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On note les retours de Yohan Wissa après sa blessure en club.
C'est par ici que nous mettons un point final à cette 30 édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Kinactu Télévision, votre chaîne des prédilections. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.